Bonsoir, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres de cette édition. En Zambie, cette journée électorale cruciale s'est déroulée dans le calme. Des longues files d'attente d'électeurs laissent présager un taux de participation élevé. Après les incidents de la campagne électorale, les appels au calme semblent avoir été entendus. En Libye, les forces gouvernementales libyennes ont repris le contrôle du quartier général de l'organisation de l'État islamique à Sirte. Ces hommes viennent pour la plupart de Misrata, un des berceaux du soulèvement contre le colonel Kadhafi. Et puis on salivera à la fin de ce journal. Notre épisode spécial gastronomie nous emmènera au Togo, découvrir les recettes ancestrales. Et nous recevons les membres du nouveau mensuel qui met la cuisine du continent à l'honneur, Afro Cooking. Kossi Modeste et le chef Anto sont nos invités. Un vote dans le calme donc en Zambie. Des tensions étaient redoutées après une campagne électorale émaillée de violence. 9 candidats sont en lice pour l'élection présidentielle, mais tout se joue entre deux hommes. Le président sortant, Edgar Lungu, et son principal opposant, Hakainde Hichilema. Dans la capitale Lusaka, de longues files d'électeurs ont été observées. Caroline Dumais a suivi le scrutin sur place. Hier, une certaine incertitude suite aux violences politiques des dernières semaines. Mais ce soir, c'est plutôt le soulagement qui l'emporte. La journée de vote s'est plutôt bien passée dans tout le pays. À en croire les observateurs européens, elle a été largement pacifique et on s'attend à une très forte participation. La commission électorale zambienne, elle a signalé plusieurs incidents, des bureaux de vote qui ont ouvert tard, des électeurs qui n'ont pas retrouvé leur nom sur la liste et l'arrestation de ce candidat qui a corrompu des électeurs en leur donnant de l'argent. En tout cas, pas d'incident majeur et surtout pas de violence. Dès la fermeture des bureaux de vote, le décompte a commencé. Il va sans doute se prolonger tard dans la nuit. Car il y a, vous savez, une élection tripartite, parlementaire, présidentielle, locale, plus un référendum. On ne s'attend pas à des résultats crédibles avant 24 heures, peut-être même 48 heures. Les gouvernementales libyennes ont remporté une victoire importante sur le groupe État islamique à Sirte en récupérant le centre de contrôle, le centre de commandement des djihadistes. Ces forces gouvernementales sont composées largement d'hommes venus de Misrata, ville qui paye un lourd tribut dans la crise libyenne depuis la chute du colonel Kadhafi. Nicolas Germain. Il y a 5 ans, beaucoup des combattants anti-Kadhafi venaient de Misrata. Et aujourd'hui encore, la ville fournit de nombreuses troupes dans la bataille contre le groupe État islamique à Sirte. Une ville qui, d'après l'armée, est sur le point d'être reconquise. 4 des fils d'Abdullah Emeda sont partis à Sirte. 3 pour se battre. Le 4e, un journaliste, est mort en couvrant le conflit. Il n'y est pas allé pour l'argent, il était passionné par son travail. Son objectif était de dire au monde ce qui se passait là-bas. Il était passionné par le journalisme. Il cherchait la vérité. Que Dieu le bénisse. Il était réputé pour son courage. Son dernier article s'intitulait « Une bonne photo nécessite une prise de risque ». Ali a 22 ans. En juin, son père est parti se battre à Sirte. Il est mort 2 jours après son départ. J'espère que la guerre sera bientôt finie. C'est ce que souhaitent tous les Libyens. Que le pays se redresse et qu'il aille beaucoup mieux qu'avant. Le père d'Ali est enterré dans ce cimetière. Sa famille dit qu'une victoire rapide à Sirte contre le groupe État islamique atténuerait en partie leur douleur. Au Burundi, 2 corps ont été repêchés dans une rivière dans la région du Muramvya, là où même le journaliste Jean Bigirimana a été vu pour la dernière fois. C'était le 22 juillet dernier. Ce sont ses collègues du quotidien Iwachu qui ont retrouvé les corps. Ils s'étaient rendus sur les lieux à plusieurs reprises, mais pour le moment, impossible de savoir s'il s'agit du corps du journaliste. L'État égyptien va peut-être bientôt pouvoir renflouer ses caisses. Un accord préliminaire avec le FMI prévoit le versement de 12 milliards d'euros au Caire. Il s'agit d'un prêt, bien sûr, qui ne sera effectif qu'après l'approbation du Conseil d'administration du Fonds monétaire international. L'Égypte avait officiellement demandé une aide afin de redresser son économie. Les médailles africaines aux Jeux Olympiques de Rio se récoltent grâce aux femmes. L'haltérophile égyptienne Sarah Ahmed a remporté le bronze dans la catégorie des moins de 69 kilos. Le bronze également offert par Inès Boubakri à son pays, la Tunisie. L'escrimeuse a d'ailleurs dédié cette victoire à la femme tunisienne et à toutes celles qui se battent pour la liberté. C'est la toute première fois dans l'histoire de l'escrime qu'une athlète africaine remporte une médaille aux Jeux Olympiques.
Le jeudi, c'est gastronomie dans le Journal de l'Afrique avec notre série L'eau à la bouche. Et ce soir, nous allons vraiment avoir les papilles qui vont frétiller. Avec nos invités, dans un instant, Kossi Modeste, créateur du magazine Afro Cooking, et le chef Anto, consultante pour le 10 Magazine, qui nous ont apporté des surprises à déguster. Mais avant, on va se rendre au Togo, où une association encourage la promotion des produits locaux, l'occasion de déguster des plats ancestraux. Emmanuel Sodji, notre correspondante, a mis son nez dans les marmites des tatas togolaises. Reportage. Du yovovi tigbedesi à base de feuilles de moringa ou du goussi, un plat à base de graines de sésame. Ces plats cuisinés à l'ancienne sont de plus en plus rares en ville. Dans la capitale togolaise, le concept fait des adeptes depuis 2 ans. Les saveurs sont inimitables. Pour la toute première fois que je suis venue, je leur ai demandé comment est-ce qu'ils ont pu préparer un tel plat. Et donc, du coup, j'ai dû répéter ça chez moi. Mais ce n'est pas le même goût, ça n'a pas répété le même goût. C'est pourquoi je suis revenue encore ici. Dans cette arrière-cour, à quelques mètres du restaurant Maki, voici les gardiennes du secret des meilleures saveurs. Cette tantille met la touche finale à son azidessi, une sauce à base d'arachide. Une organisation de la société civile a fait appel à ces femmes pour contrer l'invasion des produits importés qui inondent le marché togolais. Et malheureusement, pas toujours bon pour la santé. Je mange comme mes parents mangeaient. Je cultive mes propres tomates. Je n'achète pas de tomates en conserve, ça me rend malade. Les produits qui viennent de l'extérieur sont conservés dans les boîtes avec des conservateurs, des colorants qui nous causent des fois des maladies. Or, nous avons des choses très importantes chez nous, du naturel et qui sont très doux à manger. Nous avons la sauce de lama, c'est une feuille aussi, donc plusieurs feuilles que nous préparons ici. Nous avons la feuille de Nyanto. Les plats à base de feuilles d'oignon ou de moringa réintroduites dans les sauces permettraient de lutter contre la malnutrition. Mais ces plantes alimentaires en voie de disparition sont de plus en plus difficiles à trouver. On ne les cherche pas, donc on ne produit pas et ça devient rare. Donc il faut qu'il y ait un regard des consommateurs et en demandant, effectivement, les restaurateurs ou nous-mêmes, nous allons chercher ces feuilles-là, nous allons les préparer quotidiennement et donc il y aura les producteurs. Reste à convaincre les Togolais d'intensifier la consommation des produits locaux pour assurer des débouchés au secteur agricole et agroalimentaire. Et vous retrouverez peut-être un jour ces recettes togolaises dans ce mensuel dédié à la cuisine africaine et d'outre-mer, Afro Cooking, créé par notre invité Kossi Modeste. Bonsoir. Bonsoir. Et vous travaillez avec ce nouveau mensuel dans les kiosques avec le chef Anto. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors c'est vrai que la cuisine, la gastronomie, ça fait rêver, les gens en parlent beaucoup. Il y a beaucoup de magazines, beaucoup de chaînes de télé, mais très peu sur la cuisine africaine. Kossi Modeste, vous avez voulu vous nicher quelque part? Oui, j'ai voulu me nicher quelque part, comme on dit. En fait, ce magazine est parti d'un constat tout simple. D'abord par ma maman, c'est-à-dire que je voulais un jour lui dédicacer une lettre parce que quand j'étais petit, elle m'a beaucoup appris à cuisiner. Et je me suis rendu compte il y a 4 ans et demi qu'il n'existait pas de magazine sur la cuisine africaine et créole. Et j'ai décidé de créer ce magazine-là. Et je n'ai pas voulu séparer aussi, c'est pour ça que c'est le premier magazine des cuisines d'Afrique et d'outre-mer, parce que je n'ai pas voulu séparer la cuisine d'outre-mer et la cuisine africaine parce qu'on utilise les mêmes aliments et on a la possibilité de faire d'avoir un métissage. Moi, j'estime que l'avenir, c'est le métissage, c'est de pouvoir vivre ensemble, de pouvoir s'aimer les uns les autres, et si on peut commencer par la cuisine, c'est une bonne chose. Alors vous avez avec vous le chef Anto qui travaille. Alors on parle souvent de revisiter la cuisine, la gastronomie. Est-ce que c'est ce que vous faites aussi avec la cuisine africaine et d'outre-mer ? Exactement, c'est ce que je fais. En fait, revisiter, le but n'est pas de dénaturer le goût principal, mais plutôt de proposer quelque chose qui s'adapte au palais, éventuellement des Français, puisque je travaille en France. Donc, c'est en ça que je revisite en fait la cuisine. Vous pouvez nous présenter ce que vous avez revisité ce soir, oui. quelques pièces? Alors là, ce sont des pièces cocktails. On a une brochette de poulet façon mafé, un moelleux au chocolat avec du piment à l'intérieur, ou par exemple un cannelé parfumé au gingembre. Est-ce que je peux goûter le cannelé?
Et vous dites Merci. aussi que vous vous adaptez au goût, justement, et vous faites ça aussi dans les recettes d'Afro-Cooking, c'est s'adapter aux goûts aussi occidentaux qui ne vont pas aimer forcément les choses trop pimentées. Tout à fait, parce que c'est important aujourd'hui, parce que nous avons vécu ici en Europe, donc c'est aussi important de pouvoir adapter cette cuisine-là. Si on veut que cette cuisine demain émerge, on a besoin de l'adapter aussi au palais de là où on vit. Et aujourd'hui, nous, on vit en Europe, donc on essaie de faire ça, mais tout en n'oubliant pas l'Afrique. Par exemple, Anto est du Gabon, moi je suis du Togo, on a notre styliste culinaire qui vient d'Algérie, donc on essaye aussi comme ça d'emmener et que nos voisins... C'est succulent, hein. c'est Je bon. valide le cannelé au gingembre. Et que nos voisins se connaissent, parce que moi je me suis rendu compte en allant en Afrique, souvent que je sois dans l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est ou l'Afrique centrale, que en fait on ne connaissait pas la cuisine des uns et des autres. On savait plus ou moins d'où ça venait, mais on savait pas par exemple à quoi elle servait exactement. Et c'est connaître et transmettre aussi, vous me disiez, parce que finalement faire un magazine sur la cuisine africaine, c'est aussi la transmission des recettes qu'on n'écrit pas forcément avec les tatas ou les mamans comme on a vu dans le reportage. Tout à fait, ça je crois que c'est Anto qui peut bien en parler. Oui, c'est la transmission des recettes et aussi leur donner une certaine forme de norme, parce que souvent notre cuisine, qui est une cuisine de partage, elle est aussi très intuitive, donc il n'y a pas forcément des mesures et en tout cas moi en tant que chef, j'essaye de cadrer pour que demain, si quelqu'un me demande ma recette, que je puisse lui donner avec des mesures connues, des mesures européennes. Je vous demande la recette du cannelé à la fin du journal. Pour terminer, Kossi Modeste, vous voyez l'expansion du magazine Afro-Cooking, vous êtes distribué en France et en Belgique, et vous visez le Canada et le monde entier. Voilà, c'est-à-dire que dès le prochain numéro, qui va sortir le 5 octobre exactement, ça fait qu'1 an et demi que le magazine existe, mais il y a eu un tel engouement pour le magazine que le prochain numéro sera distribué au Canada, mais en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Gabon, au Maroc, en Tunisie, parce qu'il faut savoir que l'Afrique c'est grand, l'Afrique va du nord au sud, donc le magazine est le reflet justement. Oui, il y a des recettes du Maghreb, d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique de l'Est. Tout à fait, tout y est. Tout y est, et là on sera dans 6 ou 7 pays, dont les continents africains, américains et aussi Europe, et on vise le monde parce que on veut que cette cuisine-là soit partagée, soit vue par tous et soit partagée de tous. Merci beaucoup, merci d'avoir partagé avec nous votre amour pour la cuisine du continent et d'outre-mer. Merci pour ce cannelé. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez sur France 24. Paris Direct continue avec Mounia Kassem et on se retrouve dans 45 minutes pour une nouvelle édition africaine.